À l'occasion de la diffusion du deuxième volet d'Hôtel du Temps, l'aventure continue, consacrée à Coluche, le vendredi 23 juin 2023 à 21h10 sur France 3, Thierry Ardisson a reçu Télé Loisirs pour un long entretien. De son attachement à ce programme à son avenir dans le métier et un flashback sur sa carrière, l'homme en noir nous dit tout. C'est au restaurant de l'Hôtel Meurice, palace parisien situé à proximité de son domicile et où il a ses habitudes, que Thierry Ardisson nous a reçus. Il y a un an, en mai 2022, l'animateur-producteur lançait une nouvelle émission, Hôtel du Temps, basée sur un concept inédit, retrouvé pour un long échange des stars disparues et ressuscitées grâce au procédé du DeepFX et de Face Retriever, qui recrée des visages animés numériquement. La première invitée de ce talk d'un nouveau genre était Dalida. L'audience se révélant décevante, 1,4 million de téléspectateurs pour 6,8% de part d'audience, Ardisson a dû travailler longuement pour sortir ce deuxième rendez-vous, avec Coluche. Il nous en dévoile les enjeux puis répond à nos questions sur l'évolution des talk-shows de divertissement et sur sa propre carrière, entamée à la télévision il y a 40 ans. Télé Loisirs, un an s'est écoulé depuis la diffusion du premier Hôtel du Temps, consacré à Dalida. Que s'est-il passé, depuis? Thierry Ardisson, on a réalisé 3 émissions à ce jour. La première, sur Jean Gabin. Après l'avoir vue, la chaîne l'a trouvée de qualité, mais elle a estimé que, Gabin étant assez loin dans l'esprit des gens, il valait mieux commencer par Dalida et Coluche. J'aime beaucoup l'émission consacrée à Dalida mais l'émission sur Coluche est meilleure, parce qu'on a appris des choses entre-temps. Et d'abord que j'avais eu tort de présenter ça comme une interview. Les gens se sont dit que 1h30 d'interview de Dalida par Ardisson, ça allait être long. Par ailleurs, France 2 l'a diffusé un lundi soir alors que la case traditionnelle pour ce genre de programme est le vendredi. Il n'empêche, la presse et Twitter ont été très positifs, ceux qui l'ont vu l'ont aimé, et nous avons gagné 500 000 téléspectateurs entre le début et la fin de l'émission. Aujourd'hui, je préfère parler de biopic, de docu-fiction, parce qu'il y a beaucoup d'archives, mais aussi tous les personnages de l'hôtel. En fait, c'est une sorte de métavers, dans lequel il se passe autre chose qu'un entretien. Pour en revenir à l'interview, celle de Coluche gagne en qualité, dans la mesure où à chaque fois qu'il ouvre la bouche, c'est une punchline. Sur le travail, les retraites, la police, il n'a pas pris une ride. Si l'on n'était pas touché par le destin tragique de Dalida, il y avait moins d'intérêt à regarder l'émission. A-t-il été question qu'il n'y ait pas un deuxième épisode? Quand j'ai vu les audiences du Dalida, j'ai dit à la chaîne, si vous voulez, on arrête. Ils m'ont répondu, pas question de s'arrêter. Il n'y a pas que l'audience. Dans quel état d'esprit êtes-vous avant la diffusion de ce Coluche? À la fois inquiet et serein. Inquiet parce que je pense que si Coluche ne marche pas, il n'y aura pas de Johnny Hallyday après, comme nous avons prévu de le faire. Mais aussi serein, parce que je sais qu'on a fait du bon boulot. Ça a été très long, on a beaucoup discuté avec les héritiers de Coluche sur le scénario. Ils m'ont dit un jour, à ce propos, c'est ton bébé, mais c'est notre papa. Au final, Romain et Marius Colaucci, qui co-signent ce numéro, ont apporté beaucoup de choses, dont cette séquence autour du frigo qui parle du rapport de leur père au resto. On peut trouver que ça n'est pas bien mais, franchement, les gens qui n'aimeront pas ce Coluche, je me demande ce qui trouvera grâce à leurs yeux, à la télévision. Par rapport à ce que produit de nos jours la télé, Hôtel du Temps c'est très bien.
Rire. Justement, comment prenez-vous la concurrence que vous envoie TF1 avec The Wheel, son nouveau jeu de culture générale présenté par Arthur? C'est la concurrence, c'est comme ça. TF1 et M6 diffusent des programmes qu'ils espèrent voir cartonner. C'est la dure loi du ring. Mais, même si les journalistes se focalisent désormais trop dessus, il n'y a pas que l'audience. Edgar Morin l'a dit, le jour où les chiffres ont pris le pouvoir, ça a été la fin du monde. Je trouve absurde de juger une émission du service public à l'aune de ses seuls résultats. Combien de films ai-je aimés qui n'ont pas fait d'entrée? De livres que j'ai dévorés qui ne se sont pas vendus? Fut un temps, à Libé, où les critiques Chamard et Kiefer démolissaient parfois un programme, mais ils le faisaient en analysant le contenu, pas en se fondant sur les chiffres d'audience. Vous savez, ma vraie satisfaction, c'est que Warner Bros a acheté le format pour Le Monde. Il y a, dans ce numéro, une allusion aux graves problèmes de santé de Michel Drucker qui a, selon vous, failli s'installer à l'Hôtel du Temps. Vous l'en avez averti? Je le lui ai dit, bien sûr. Mais, vous savez, il a beaucoup d'humour. Ça le fait marrer. Qu'avez-vous voulu raconter sur Coluche, dans cet Hôtel du Temps? Ce qui m'intéresse, c'est l'amplitude du destin des gens dont je parle. Quelqu'un qui commence comme un petit voyou de Montrouge et qui finit en saint laïque, avec les restos du cœur. Il faut que les gens que je raconte aient une vie intéressante. Je ne pourrais pas faire Michel Berger ou Daniel Balavoine. C'est leur mort prématurée qui a été spectaculaire, mais ils n'ont eu qu'une vie d'artiste, vouée à leur art. Rien à voir avec Gabin, qui a fait la guerre entre deux carrières. Dalida, ce qui me fascine, c'est le fait que tous ces hommes se soient suicidés et qu'elle n'ait jamais connu l'amour. Mon ambition, après Coluche, c'est de faire Johnny, mais aussi des personnages tels que De Gaulle ou Mitterrand. Le procédé du Face Retriever ouvre un champ de création incroyable. J'ai d'ailleurs un projet cinéma avec cette technique. C'est le paradoxe de votre démarche, avoir un coup d'avance avec un clin d'œil dans le rétroviseur. La résurrection, j'ai toujours fait cela. Dans d'anciennes émissions, j'invitais déjà Victor Hugo, John Lennon et Charles Baudelaire pour les interviewer. Mais il s'agissait alors de comédiens grimés. Ça faisait musical. L'antenne ne me manque pas, affirme Thierry Ardisson. Autre paradoxe apparent, vous dites ne pas souhaiter vous accrocher à la télé, mais vouloir continuer d'y proposer des concepts. Ce n'est pas la même chose. Je ne m'accroche pas à ma gueule à l'image. Je n'ai commencé à faire de l'antenne qu'à 35 ans, avec beaucoup de trac. Animateur n'était pas ma vocation, je ne suis pas un animateur né. Mon vrai métier, c'est inventeur, concepteur. J'ai fait de la pub, écrit quelques best-sellers, inventé des journaux. Mais comme les gens m'ont vu à la télé, il est normal qu'ils me considèrent comme un animateur. Pour autant, l'antenne ne me manque pas. Quand on m'a viré, je ne suis pas allé voir Delphine Ernotte pour lui demander de remplacer Ruquier. Je lui ai dit, je viens pour ressusciter les morts, ce à quoi elle a répondu, c'est miraculeux. Sur le fait d'avoir des idées et l'envie de les réaliser, c'est vrai, je ne décrocherai jamais. Je ne vais pas me retirer sur une plage en Corse, en Grèce ou aux Seychelles alors que j'ai encore un cerveau qui tourne à 100 km/h. Est-ce qu'un jeune Thierry Ardisson pourrait, aujourd'hui, faire carrière à la télévision? Non.
parce que les chaînes sont beaucoup plus frileuses qu'avant. Si je débutais avec mon ton et ma liberté d'être, j'aurais beaucoup de mal. J'imaginerais des émissions pour Cyril Ferraud. Rire. Lequel Cyril Ferraud est considéré, par Michel Drucker, comme l'un de ses héritiers en tant qu'animateur. Pensez-vous en avoir? J'aimerais bien. Quand Léa Salamé dit s'être inspirée de mon émission, je dis bravo, bon choix. Moi-même, en tant qu'enfant de l'Ortief, je me suis inspiré de Bouvard, de Chalet, d'Averti ou de Glaser. Pour en revenir à Léa, elle a du culot. J'en ai aussi. Elle laisse deviner sa sensibilité politique. Pas vous. Je ne pense pas qu'un animateur soit là pour donner son opinion politique. Quand Ruquier dans On n'est pas couché a pris fait et cause pour Ségolène Royal, on a perdu 10% de part de marché en 6 mois. Tout ce qu'on peut imaginer à mon sujet, c'est que je ne suis ni RN, ni LFI. Il y a 30 ans, les stars venaient sur vos plateaux, vous n'aviez pas besoin de les ressusciter. Que s'est-il passé depuis? Je ne sais pas s'il y a toujours des stars, mais je dirais que celles d'aujourd'hui m'intéressent moins. Quand vous avez eu la chance d'interviewer Serge Gainsbourg, Jean d'Ormesson, Brayston Ellis ou Brad Pitt, c'est beaucoup moins drôle d'interroger Amel Bent, Amir ou M. Pokora. Une autre chose a changé, les Américains ne se déplacent que pour des press junkets et ne viennent plus sur les plateaux. À voir, comme je les ai eus, Matt Damon, Robert De Niro, Angelina Jolie ou Jane Fonda, ça donnait du cachet. Ce n'est plus possible. Imaginez que pour interviewer Pamela Anderson, ma femme, la journaliste Audrey Crespo-Mara, NDR, a dû se rendre à Los Angeles. La troisième raison est liée aux réseaux sociaux. Les rares fois où des stars se rendent dans des émissions, elles ne disent rien. Je me souviens avoir reçu Franck Dubosc à Salut les Terriens sur C8 avec, au préalable, cette mise en garde de son attaché de presse me demandant de ne pas lui parler des gilets jaunes. Bien sûr, je lui en ai parlé et, immédiatement après, son attaché de presse m'a dit que je ne recevrais plus jamais Dubosc. Ce à quoi j'ai répondu que je n'en mourrais pas. Mais comment voulez-vous continuer à faire du talk-show si vos invités crèvent de peur à l'idée d'être repris sur les réseaux sociaux? Cela n'a plus d'intérêt.